So, thank you very much for your four. Merci beaucoup pour ces 4 présentations éminemment intéressantes. Alors, je pense que nous avons une petite demi-heure à disposition que pour pouvoir lancer le débat. Alors, c'est un débat qui va avoir lieu entre vous et les différents intervenants et peut-être également entre les différents intervenants si tant est qu'ils le souhaitent. Et vous avez toute la liberté de vous exprimer soit en français, soit en anglais, bien entendu. The first question is always. Alors la première question, la première intervention est toujours la plus difficile. Frédéric, je vois que vous avez une question. Ou je vais vous demander de tenir le micro pour poser les questions, pour les apporter aux personnes qui souhaitent poser les questions. Non. Well, thank you. Merci pour toutes ces agréables et intéressantes présentations. Alors, je me demandais, est-ce que vous pourriez nous parler de la confiance et de la méfiance? Est-ce que ce sont 2 concepts qui, d'une manière ou d'une autre, vont ensemble, qui ne sont pas vraiment des opposés, mais il y a une émergence croissante dans les études sociologiques disant qu'ils viennent ensemble et que l'état de droit démocratique, où est la démocratie? C'est un système de confiance organisé, un système de défiance organisé, et nous avons... Enfin, on parle maintenant de confiance, de théorie, de droit constitutionnel, comme si... Quand on crée les institutions et ensuite on crée les institutions et la croissance est là. Mais ça n'est pas toujours le cas parce que si on regarde les chiffres et en Europe, dans la plupart des pays, moins de la majorité, moins de la moitié des citoyens font confiance à leur Parlement, ce qui pose problème. Et ils ont plus confiance dans les cours. Donc ma question est pourquoi ne pas parler de méfiance également et pourquoi ne pas parler des cours, en particulier quand on parle de la Belgique, des cours constitutionnels? Comment fait-on? Est-ce qu'on globalise les questions ou On prend quelques-unes. On peut en prendre, voilà. Donc, ce qu'on propose de faire, donc, c'est de globaliser, de faire 3-4 questions, et puis les intervenants ici peuvent répondre plus globalement, parce qu'il y a d'autres questions. Monsieur. Oui, bonjour, je vais alterner avec le français, comme ça il y en a un petit peu pour les deux. Philippe Lambrecht, Louvain. J'avais une question qui va un petit peu dans le sens de Madame, c'est celle de la manière dont la Constitution s'occupe également du pouvoir judiciaire. Je pense par exemple au Conseil supérieur de la justice qui a été introduit précisément pour une question de bris de la confiance à un moment donné. Donc, question importante, peut-on parler de confiance sans avoir en même temps un pouvoir judiciaire en qui on a confiance? Et vous verrez peut-être un autre élément, c'est la difficulté actuelle devant laquelle on est avec un gouvernement qui ne respecte pas des décisions de justice. Voilà, c'est 2 questions que je voudrais rajouter. Thank you very much. Thanks for the... Merci pour ces présentations très intéressantes. Alors, je voudrais essayer de lier peut-être ce que 2 d'entre vous ont dit pour la confiance plus conceptuelle, par exemple, la question du babysitting. Il y a la question de capacité, d'aptitude qui est dans la confiance et qui n'a pas été très soulignée. L'attitude ou la croyance doit inclure le fait que l'autre personne doit être capable de faire ce babysitting. Et s'il y a un problème de capacité, c'est ce que vous disiez à la fin, ce serait bien d'en savoir davantage parce que cela vous ramène à un contexte plus pratique, plus matériel, où il ne faut pas se concentrer trop sur les comportements, les croyances et l'affect, et penser également à cette partie de la question avec des questions très simples de la fourniture de services publics, la capacité des institutions.
éventuellement encore une question. Sinon, j'en ai une, si je peux me permettre. Je vais le faire en français. C'est quelle est la relation entre la confiance politique verticale, hein, dans les institutions ou dans le personnel politique. Et puis, je trouve que c'est arrivé assez souvent dans la discussion, la confiance horizontale entre les individus, entre les groupes, entre les classes. Alors, on donne l'exemple des parents et des babysitters. C'est un exemple que je n'ai pas en tête, mais c'est sans doute parce que j'ai 61 ans, mais je vois bien, il est très parlant. Et ma question, c'est est-ce que la confiance, je vais dire, sociale horizontale est possible sans confiance verticale? Thomas Hobbes, il répond non. Hein? S'il n'y a pas un pouvoir et un minimum de confiance des gouvernés dans le Léviathan, en l'occurrence, c'est l'état de nature, c'est l'état de guerre. Hein? Donc il n'y a pas l'un sans l'autre. Mais on peut se poser la question inverse aussi. Hein? Est-ce qu'il n'y a pas de confiance, est-ce qu'une confiance politique est possible sans un minimum de ciment? Je pense que M. Loughin a dit glue, hein, entre les citoyens, entre eux, pas seulement verticalement, mais aussi horizontalement. On sait que la droite radicale ou l'extrême droite gagne dans les régions où il n'y a pas de service public, pas de magasins, où les voisins ne se parlent pas entre eux. C'est sans doute les gens n'ont pas confiance entre eux. Voilà. Donc ça, c'est peut-être une question qui élargit, hein, je suis désolé, qui élargit encore mais c'est une question qui me semblait un peu latente dans un grand nombre de vos interventions. More question? Yes? Oui. Attendez, on va venir avec un micro, parce que comme c'est enregistré, c'est nécessaire. Non, excusez-moi, du coup, dans le prolongement de ce que vous dites, c'était une question que j'avais évoquée. Dans le prolongement, je trouve aussi qu'il serait intéressant de penser la relation de confiance à l'envers. C'est-à-dire qu'on voit bien aussi que les représentants et les gouvernants ont perdu confiance aussi dans la population. Demain, moi, j'interviens notamment sur la question de la transparence. Et par exemple, dans l'accès aux documents administratifs, quand des citoyens demandent à accéder aux documents administratifs, la réponse du gouvernement, c'est non. C'est non. Et il y a ensuite un avis favorable de la CADA. Il y a un avis favorable d'un tribunal administratif, des avis de justice qui sont, enfin des décisions de justice qui sont favorables, et le gouvernement ne veut pas transmettre les informations, sans doute parce que justement il y a une perte de confiance dans la population, de peur de la réutilisation en fait extrêmement conflictuelle qui sera faite de l'information qui est demandée par les médias, les citoyens, etc. Donc on a aussi en réalité cette double, hein, cette verticalité, elle est comme j'avais classé la transparence dans ma thèse, verticalité ascendante et descendante. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette double relation de méfiance, en fait, entre gouvernants et gouvernés. Merci. Voilà, je pense qu'on a déjà une bonne base. Je ne sais pas qui parmi les intervenants veut commencer. Alors, je vais essayer d'aborder les 6 questions. Alors, je vais vous demander votre patience, mais je serai bref. Tout d'abord, oui, je ne pense pas qu'on puisse parler de confiance sans cette corrélation de méfiance. Et le problème que j'ai, malheureusement, Raquel vient de quitter la salle, mais le problème que j'ai avec la présentation qu'a donnée Raquel quand elle dit dans une démocratie constitutionnelle saine basée sur l'état de droit, quel est le règne de la confiance. Alors, la réponse est déjà dans la question, parce que si vous avez construit une démocratie constitutionnelle saine qui respecte le droit, oui, bien sûr, ça génère de la confiance, mais ça n'est pas le monde dans lequel on vit, d'après ce que j'ai compris. Donc c'est ce que je dirais sur la confiance et la méfiance. Mais pour élaborer là-dessus, je dirais
que le modèle, les exemples qu'on peut mentionner, c'est la République de Weimar. En 1919, les Allemands ont beaucoup souffert de la défaite de la Première Guerre mondiale et ils ont rédigé cette très bonne constitution. Mais le problème, c'est que la nature de la société en bouleversement à l'époque, les fascistes à droite, les communistes et les socialistes à gauche n'ont pas pu construire un consensus sur l'autorité de cette constitution. Donc on peut rédiger tout un tas de constitutions magnifiques qui construisent le contrôle, basé sur le contrôle et responsabilités, mais on ne peut pas construire l'autorité d'une constitution et on n'en est pas arrivé à la base. En fait, c'est une question que j'avais pour les autres membres du panel, je pense implicitement. Alors, j'ai dit que je n'avais pas vraiment examiné le concept de confiance de manière détaillée dans ma présentation au début, et je me rends compte, en réfléchissant, que l'une des raisons à cela, c'est que j'utiliserai toujours le mot autorité plutôt que confiance. Et alors, plus j'ai réfléchi, je ne comprends pas quelle est la différence entre l'autorité et la confiance. Et alors, je ne fais pas confiance au mot confiance parce que il y a très vite un sentiment de morale et de légitimité, alors que l'autorité, quand on comprend l'autorité du point de vue politique, je crois que c'est une notion plus solide pour aborder ces questions. Alors, quatrième point, la Cour. Encore une fois, en reprenant l'exemple allemand, je vois Christophe Millas n'est pas encore arrivé, donc je peux parler de l'exemple allemand. Après la chute du régime nazi et la tentative de reconstruction de la construction après-guerre en Allemagne, la première chose qu'ils ont dû faire, c'est inventer une cour constitutionnelle, une cour qui ne faisait pas partie du système civil normal parce que c'était pas entre les peuples, mais entre les pouvoirs des Alliés, il y avait de la méfiance dans le système judiciaire allemand. Et donc, on a inventé une nouvelle cour avec une nouvelle administration pour essayer de reconstruire la confiance que les valeurs implicites dans le droit seraient respectées et appliquées correctement par une cour spéciale. Et ce que l'on a vu après-guerre dans le monde entier, c'est la croissance de ces cours constitutionnelles spéciales qui étaient là pour s'éloigner des techniques d'analyse juridique traditionnelles, dogmatiques, de l'interprétation juridique pour apporter ces changements. Et enfin, je crois... Non. C'est pas la dernière chose. L'avant-dernière. Enfin, il y avait une question sur la relation verticale-horizontale. Alors, je ne l'ai pas mentionné dans ma présentation, mais je crois que c'était sur les planches. L'étude que je trouve très intéressante, c'est que c'est celle qui a été faite par Robert Putnam, où il analyse les démocraties et les compare en particulier aux États-Unis et en Italie, et essaie de construire une théorie sur le concept de la confiance, et il regarde le rôle vital du mécanisme de la société civile qui apporte les fondations de la confiance civile. Et j'ai repris tout de Paul Ricoeur, de son excellent essai sur le paradoxe politique, où il dit: quand on pense au contrat social, il faut se souvenir qu'il y a les deux niveaux du contrat. Il y en a un entre les personnes et l'autre qui crée une hiérarchie d'organisation. Et c'est à l'intersection de ces facteurs, c'est ça qui est critique pour construire la confiance ou l'incapacité à établir la confiance. Et enfin, monsieur, dans le fond, merci. Les représentants ont perdu la confiance dans les peuples. J'adore, bravo.
Cela m'a rappelé immédiatement de Bertolt Brecht, quand il disait, oui, si on n'aime pas ce que dit le peuple, changez le peuple. Et ça, c'est la position où on en est arrivé dans beaucoup d'Europe, où l'élite politique dit on ne fait plus confiance à ces gens-là. Et donc, il faut changer les citoyens, ou tout du moins les immuniser de toute influence et contrôle sur notre système de gouvernement, parce qu'ils vont simplement mettre le bazar. Réagir simplement sur la différence entre autorité et pouvoir, l'importance de l'autorité, et que l'autorité, ce n'est pas la même chose que le pouvoir. Il y a une très bonne ressource conceptuelle qui est Hannah Arendt et le texte d'Hannah Arendt, What is Authority, qui vraiment montre ça très très bien. Et qui montre que ce n'est pas vraiment une question de morale, mais c'est aussi une question de disposition institutionnelle, que l'autorité, ce n'est pas le même genre d'institution qui produit l'autorité que les institutions qui produisent tout simplement du pouvoir. Je ne sais pas. Oui, enfin, je sais pas si... Vous avez un micro là-bas, normalement. D'abord, oui. Oui. OK. Céline, allez-y. On peut faire dans l'ordre. OK. Donc, dans ce cas-là, Raquel. If you have something to... Alors, peut-être que vous avez quelque chose à ajouter. Allez-y, allez-y. Non, le micro apparemment n'est pas allumé. Voilà. Alors, il y avait beaucoup de questions et chaque question a suscité d'autres questions, bien sûr. Alors, si je peux simplement me concentrer sur la première question un petit peu concernant la confiance et la méfiance, alors j'avais une petite note dans mes remarques d'en parler, mais je n'avais pas assez de temps, mais cela m'a rappelé un discours de Martin Luther King qui a été publié en 1964, qui s'appelait « Pourquoi on ne peut pas attendre ?» L'idée que la méfiance également, donc c'est pas seulement dans la confiance, ça peut être une vertu, une qualité morale, mais la méfiance peut également être appropriée, nécessaire face à la tyrannie, l'injustice, et je crois que c'est une idée très importante qu'il faut maintenir, mais il faut également ne pas oublier conceptuellement que la méfiance et ne pas faire confiance sont deux choses différentes. Il y a toute une gamme de caractéristiques de la confiance, de la méfiance qui ne sont pas présentes dans l'absence de confiance. Donc, je ne peux pas développer cela, mais merci pour avoir soulevé cette question. Et ensuite, vous nous avez demandé de parler un petit peu des cours et des cours constitutionnels. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, mais je crois que je vais m'arrêter là, peut-être, et laisser mes collègues s'exprimer. Merci. Alors, des questions très intéressantes. Je crois que je serai un petit peu plus polémique que mes autres collègues sur la question de la confiance et de la méfiance. En tant que sociologue, on étudie toujours l'absence de quelque chose. Quand on dit qu'on étudie la qualité, en fait, on étudie les inégalités. Quand on dit qu'on étudie la confiance, en fait, on étudie la méfiance et les conflits dans différentes sociétés. Mais je pense que en se concentrant sur la méfiance, cela pourrait amener à normaliser la présence de la méfiance. Et je pense fortement qu'il faut voir la méfiance comme une maladie. On veut que notre société soit saine et c'est pour ça qu'on se concentre sur la confiance et pas la méfiance, en tout cas pour moi. Et en tant que sociologue, le travail de terrain que j'ai fait avec ces différents groupes religieux, ils ont normalisé la méfiance et la présence, le fait qu'ils ne pensent même pas qu'ils pourront faire confiance à l'avenir. Et il faut se préserver de cela. Il ne faut pas, il faut parler de la confiance en tant que but ultime et
conserver les fondations parce que finalement, c'est ce que nous voulons pour nos sociétés. Et je pense que j'aime bien ce que dit Martine, mais j'aimerais également voir, et ça c'est lié à la question sur l'exemple, trouver un bon exemple, disons, et comment on doit réagir face aux acteurs politiques. Et il y a beaucoup de discussions pour travailler sur des questions de productivité, de croissance, mais je pense qu'on a besoin de travailler pendant 4 jours, parce que le 5e jour, on a besoin que les gens se cultivent en tant que citoyens avec les bonnes habitudes dans leur cœur. Alors, si on travaille si on regarde la littérature sociologique, il y a le mouvement Black Lives, mais qui a vraiment pris de l'ampleur pendant la pandémie. Et ça n'est pas une coïncidence, c'est le fait que beaucoup de gens ont perdu leur travail et se sont organisés pour échanger des idées. Beaucoup de gens souffraient d'un manque de contrôle pendant la pandémie, mais ça n'est pas le cas si on travaille sur les rapports de la police et de ce qui s'est passé dans différents quartiers. Ça a beaucoup augmenté. Et si on donne du temps aux gens, peut-être qu'ils pourront cultiver cela, ils peuvent peut-être devenir les citoyens avec des bonnes habitudes en leur sein, donc voir ce qui se passe dans la société et mettre ça dans un cadre moral. Et c'est la manière dont et c'est comme ça que les politiques deviennent très importants, parce qu'ils doivent reconnaître que c'est une nécessité. Donc si ils se préoccupent de la confiance dans la société, c'est pas seulement les ressources socio-économiques des différents quartiers, mais il faut réfléchir aux expériences quotidiennes des citoyens dans différentes études et quelles sont les opportunités que l'on a dans son travail quotidien pour réfléchir et dire « Ah, moi, je vais me porter volontaire pour ce projet ». Je reçois des questions, pourquoi est-ce que les mères célibataires ou différents groupes qui travaillent de manière postée, ou pourquoi est-ce qu'ils ne se portent pas volontaires dans leur communauté? La structure du travail ne leur permet pas de trouver l'espace de s'engager. Et donc, je crois qu'il y a beaucoup plus de choses à faire et qu'on peut insister auprès des décideurs politiques de réfléchir à ce genre de choses. Merci. Alors, je ne sais pas si on entend. Oui. Donc, sur la question des liens entre confiance et méfiance, donc effectivement, les deux, dans la littérature en sciences sociales, ont tendance à être identifiés comme n'étant pas deux pôles opposés, mais il peut y avoir des relations entre les deux, ce qui nous a aidé à voir que c'est pas parce qu'il y a de la suspicion et du contrôle qu'il y a forcément de la méfiance. Ça peut être une forme, enfin ça peut s'inscrire dans une relation de confiance. C'est un peu ce qu'on voulait dire à la fin, mais on n'a pas eu le temps de beaucoup développer, sur le fait que la confiance, et les travaux récents le montrent, n'exclut pas une forme de contrôle et de garantie, et que donc, en ce sens, le droit constitutionnel, si on admet l'idée qu'il porte sur certaines relations de confiance, ça n'implique pas qu'il n'y ait pas de contrôle sur ces relations. Au contraire même, on peut imaginer qu'il les garantit en institutionnalisant des formes de contrôle. Alors, pourquoi pas les juridictions constitutionnelles? D'abord parce que Marc fait ça super bien au Créco, mais aussi plus sérieusement parce que on s'est dit qu'il était quand même temps que les constitutionnalistes s'investissent sur la question de la confiance dans les institutions politiques, en dehors de la question de la confiance dans les juridictions constitutionnelles, qui ont fait l'objet d'énormément d'attention dans la littérature en droit constitutionnel. Et c'est ça qui a motivé... On s'est dit qu'il y avait beaucoup d'angles morts déjà sur la question de la confiance dans les institutions politiques avec Mathias, Frédéric, quand on a rédigé le projet. Donc la question des juridictions n'est pas totalement absente, mais c'est vrai que c'est de manière secondaire. Cela étant dit, elle est cruciale, puisqu'on a fini sur l'idée que
ce qui maintient la confiance dans l'État, la force minimale, c'est le respect de l'État de droit, et ce n'est pas rien de le dire en Belgique. Donc voilà. Alors, sur la question de Jaco, donc je vais un petit peu déjà avancer sur ce que j'allais dire hier, sur la question de la capacité. Donc effectivement, c'est une question cruciale, c'est une question tout à fait cruciale. Parce que dans les études empiriques, un des déterminants majeurs de la question de la confiance, c'est la question de savoir si on a de la capacité politique. Et un autre déterminant majeur, c'est le produit délivré à la fin, c'est l'action publique. Et donc, finalement, ça nous pose à nous, constitutionnalistes, la question de... regarder la question de la confiance dans les institutions politiques comme une question de capacité d'action du politique. Ce qui la change fortement, parce que ce n'est plus du tout la question de l'éthique, de la régulation de certains comportements considérés comme déviants, mais ça devient la question de la capacité d'agir sur le réel. Et là, alors, c'est une toute autre question, et c'est ce que j'ai dit très rapidement à la fin, mais alors ça nous amènerait à regarder les règles qui ont institutionnalisé, dans certains sens, corseté, et c'est notamment tout le débat sur la constitutionnalisation au niveau européen de certaines règles en matière de droit économique, du retrait de l'État d'un certain nombre de domaines. Je me réfère ici notamment à la fameuse approche de Dieter Grimm sur la constitutionnalisation comme étant problématique de ces domaines-là, parce qu'elle empêche la démocratie. Peut-être qu'en fait, d'un point de vue constitutionnel, le problème, il est davantage là. Et c'est d'ailleurs ce à quoi notre longue réflexion un petit peu sinueuse nous amenait, à nous dire, à la fin, un des déterminants, c'est ça. Et donc, d'un point de vue de droit constitutionnel, il faudrait surtout regarder ces règles-là. Les règles qui, quelque part, désarment le pouvoir politique, qui, en tout cas, contraignent sa capacité d'action sur le réel. Et non des moindres parmi ces règles sont les règles budgétaires. Et le pacte sur la stabilité et la croissance, notamment, évidemment. Et on a des spécialistes dans la salle, donc je ne reviendrai pas là-dessus. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que la manière dont on conceptualise la confiance fait apparaître... fait apparaître des enjeux différents. C'est pour ça qu'il ne faut pas, je pense, passer trop vite cette étape de conceptualisation, de voir ce qu'il y a dans la question de la confiance. Est-ce que c'est l'intégrité, la compétence ou la capacité d'action. Sur la question horizontale, donc rapidement, parce que c'est bientôt l'heure du lunch, rapidement, on n'a pas développé ici, mais elle est centrale en fait. Et notamment Tocqueville l'a bien vu, parce que lui, quand il traite de la question de la confiance, il la traite surtout dans la question de la relation de confiance horizontale entre les citoyens. Et de manière générale, dans les théories du républicanisme, c'est bien cette question-là qui est centrale, lorsqu'on envisage la confiance par rapport aux institutions politiques. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire? Mais là, de nouveau, on était très convaincus par l'approche de Clausewhoff, de nouveau. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Il nous dit que dans des systèmes complexes, dans lesquels est traversé par des conflits d'intérêts marqués entre les individus et les communautés, la création de cette confiance horizontale entre citoyens n'est plus possible comme auparavant dans des sociétés prémodernes, ou même modernes à un stade de complexification moins avancé. Et donc, en fait, lui, ce qu'il avance comme théorie, c'est que la confiance horizontale, en fait, est garantie par les institutions. Donc la confiance horizontale est nécessaire aux institutions politiques, mais elle est aussi, en fait, garantie et construite par les institutions, notamment les institutions politiques. Et c'est à partir d'une relecture de la théorie de Simmel que Clausewhoff estime que ce qui nous permet ce saut dans l'incertitude qu'est la confiance, c'est une série d'institutions qui prônent une série de valeurs axées sur la vérité et la justice. Bon, c'est un peu... mais voilà ce qu'on peut dire sur cette confiance horizontale. Donc, confiance horizontale et verticale sont étroitement liées. Et par rapport au... Et alors, dernier point, qui intéresse particulièrement peut-être les Belges, c'est que la confiance horizontale, dans les théories, dans les approches empiriques, elle est analysée comme étant un élément essentiel de la confiance politique, en ce que la confiance politique peut être analysée notamment par rapport à la notion d'identité nationale ou sous-nationale. Comme on a dit, c'est la colle, la glue, mais cette colle, elle est évidemment façonnée par... donc la notion de confiance politique,
En fait, il y a plusieurs sens. Du plus diffus, l'identité nationale, le sentiment d'appartenir à une communauté à laquelle on fait confiance, et en Belgique c'est particulièrement, c'est une Belge qui vous parle, à la pratique la plus forte, qui est la confiance décidée. Mais donc effectivement, la dimension confiance horizontale remet en avant l'importance de cette confiance de groupe, notamment l'identité nationale. Alors je passe maintenant la parole à Léna, si tu veux ajouter quelque chose ou pas spécialement. Pas spécialement. Enfin, pas spécialement. Il y avait la question de la réciprocité, mais juste peut-être pour revenir sur la question de Jean-François Kerléo, qui concernait un peu la question de la réciprocité, de la confiance entre les gouvernants et les gouvernés. On a un petit peu travaillé aussi là-dessus avec Céline. Peut-être pour l'anecdote, j'avais assisté à un colloque il y a déjà 2-3 ans, je pense, à Lille, sur le rapport entre la confiance, le droit public en temps de crise. Et il y a un chercheur qui avait mentionné cette question de la réciprocité de la confiance en disant que les gouvernants pouvaient... Pendant le Covid, vous aviez un système un peu nébuleux, on va dire, en France, d'attestation de sortie, où vous autorisiez vous-même à sortir de chez vous pendant la crise Covid. Et lui, il considérait que c'était une des manifestations de la confiance des gouvernants envers les gouvernés. Nous, en Belgique, ou dans d'autres systèmes, on considère que les mécanismes de démocratie participative, dans un certain sens, peuvent peut-être aussi traduire en fait cette manifestation de confiance des gouvernants envers les gouvernés, mais dans une certaine mesure, puisque les études montrent que, en tout cas, la confiance n'est pas totale, puisque comment dire, quand les citoyens participent, comme on le sait, ils ne donnent qu'un avis, ils n'interviennent qu'un petit stade du processus de décision politique. Leur avis n'est pas liant, ce qui peut aussi, en retour, alimenter leur méfiance, cette fois-ci envers le gouvernant. Donc on voit un peu cette réciprocité entre la confiance gouvernant-gouverné. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Merci. Alors, avant le lunch, je pense que Martine souhaite répondre à Nelly. Oui, je voulais revenir sur ce que Nelly a dit il y a quelques instants et peut-être m'exprimer davantage contre ce point qu'elle a mentionné, mais cela a d'ores et déjà été dit dans la référence de Céline à Klaus Hoff. Alors, il est vrai que l'objectif ne peut pas être la confiance absolue au niveau de la société. Cela requiert un langage commun, une religion commune, une ethnicité commune, une culture commune, un sens commun de l'histoire, un sens commun de la conscience de classe, etc. Et ce n'est pas dans le monde dans lequel nous vivons et nous évoluons actuellement. C'est une aspiration peut-être, mais peut-être que ce type d'aspiration pourrait être extrêmement dangereuse. Dans nos sociétés modernes, il faut savoir que nous sommes fondés sur des raisons bien compréhensibles qui font en sorte qu'on se méfie les uns des autres. Donc, je pense que nous avons un excellent ouvrage sur l'État-providence, le Welfare State, qui stipule que nous avons besoin des étrangers. Alors, il y a d'autres personnes qui ont peut-être un autre point de vue. Je ne souhaite pas être amie avec ces personnes, mais il y a effectivement ces différents éléments qui entrent en ligne de compte, cette notion de payer ses taxes, etc., de payer ses impôts. Mais la confiance absolue, la confiance n'est pas de mise. Le prix de la liberté, c'est justement cette notion de vigilance que nous devons conserver en interne. Nous devons être dans cet état permanent de méfiance vis-à-vis de celles et ceux qui nous dirigent. C'est de cette façon que nous pouvons maintenir notre liberté. Et je pense qu'à l'origine, l'hypothèse, pour moi, aurait été de démarrer avec Machiavel et l'argument de Machiavel. Les gouvernants veulent gouverner et les gouvernés ne veulent pas être gouvernés. Et ça, c'est à l'origine même de notre principe de liberté. Maintenir cette méfiance par rapport à nos institutions politiques est un prérequis, me semble-t-il, que pour pouvoir justement continuer à jouir de notre liberté et la maintenir. Il n'y a pas de confiance en la possibilité de la défiance, qu'elle soit verticale ou horizontale. Voilà, je remercie à nouveau les différents intervenants, vous-même pour les questions.